Vendredi 15 novembre 2019, la librairie Ombre Blanche recevait l'écrivain, journaliste, photographe et principal fondateur de la littérature de science-fiction française, Philippe Curval, pour la parution de son ouvrage « Les nouveaux mystères de la chambre noire, décollage » aux éditions La Volte, dans le cadre d'une série de rencontres autour des 15 ans de la maison d'édition. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Philippe Curval. Philippe Curval, bonsoir, merci d'être venu. Merci. Vous avez fait bon voyage ? Oui, très bien. Oui ? Dans le micro, s'il vous plaît. Et puis d'habitude, tu tournes la tête quand tu parles. Oui, là, je vais te surveiller toujours. parce que je suis à côté, parce qu'en général, je suis en face et Oui. ça me rend hystérique. Oui, ça rend malade. Donc, j'ai beau être l'éditeur, j'ai plein de choses à découvrir et à te faire dire de ce que tu fais, de ce que tu es, voilà. Mais on ne pourra pas tout savoir d'un coup. Non. Tu nous as dit 2-3 choses à ceux qui étaient autour de la table tout à l'heure, mais je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de toi, de ce que tu as écrit, de comment tu en es venu à écrire de la science-fiction, c'est ça le terme ? Et après, il faut que je regarde l'heure, où tu me feras des signes, Kim, en disant pour la deuxième partie. Et après, on va parler de ce truc-là. D'accord ? Parce que c'est bien de toi, tu reconnais que c'est toi qui l'as fait. Oui ? D'accord ? Donc, il est... Donc, oui, donc vous me dites, après, on passe vraiment à un nouveau mystère. Et puis... mais on va parler un petit peu du reste. J'ai pris d'autres bouquins, on ne va pas vous faire passer en revue tous les livres. Voilà. Donc, eh bien, je vais le dire, ça tombe bien, je suis l'éditeur. J'ai la chance d'être l'éditeur, mais tu as d'autres éditeurs ou connu d'autres éditeurs. Eh bien, voilà, tu n'aimes pas que je dise ça, mais pour moi, tu es un des écrivains les plus importants. Les plus importants de science-fiction, mais les plus importants tout court. On ne va pas faire des segmentations. Voilà. Et tu as connu des hauts et des bas, tu l'as dit un peu tout à l'heure, en termes de notoriété. Pour moi, il y a certains livres qui sont des livres que j'ai découverts ado même, et des livres qui sont des romans extrêmement importants. Et malgré tout, ça me chagrine pour le dire que certains livres n'aient plus été exploités, voire a été oubliés. Donc nous réparons cet oubli à la fois en les éditant, mais il y en a encore certains à faire, et à la fois en parlant aujourd'hui. T'as vu ? Je commence comme ça. Et évidemment, tout pour le dire tout de suite, pour ne pas donner une idée fausse pour ceux qui ne suivent pas, on a à La Volte, on publie des romans qui ont été édités avant, et on publie des nouveautés, des choses qu'il écrit. Et peut-être qu'on terminera si on a le temps. Tu nous parles de ton prochain roman, comme ça j'aurai des nouvelles. D'accord ? Ah oui, c'est bien, puis il y a un enregistrement. Très bien. Qu'est-ce que je peux te dire ? Non, je reviendrai après. Tu as dans Les Nuits de l'Aviateur, c'est un roman qui est publié aux éditions La Volte, que vous connaissez tous maintenant, dans Les Nuits de l'Aviateur, qui n'est pas du tout un roman de science-fiction. En réalité, tu racontes un peu ta vie. Oui, un petit peu, oui. Enfin, beaucoup même. Et donc, Sauf ça dit comment tu t'es mis à la science-fiction, c'est ça ma question. Voilà, c'est ça. À la fois les romans de l'Aviateur, parler des Nuits de l'Aviateur, et à la fois comment toi, pourquoi, qu'est-ce qui t'a pris, pourquoi je suis rentré à la science-fiction, oui, absolument. Oui, mais de toute façon, c'est devenu très vite, très jeune. C'est peut-être à cause de mon frère, d'ailleurs, qui disait déjà Wells. Jules Verne, personnellement, ne m'a jamais beaucoup attiré. Par la suite, j'ai changé un peu d'avis. Mais enfin, surtout, j'étais fasciné par Wells dès l'âge de 13-14 ans. Et j'ai pensé que finalement, quand un écrivain existe et qu'il publie dans son temps, il faut parler de son temps et même encore mieux parler des effets du futur et de la façon dont on perçoit l'avenir et ce qu'il peut en résulter de cette perception. Et donc, depuis toujours, j'ai voulu écrire de la science-fiction parce que ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et je lisais donc tous ces romans qui ont été recensés par mon ami Joseph Alterac depuis 1900, depuis l'origine des temps,
puisque même il paraît que l'épopée de Gilgamesh de 2350 avant Jésus-Christ serait de la science-fiction. Mais tu y étais. Tu y étais, toi, déjà, non? Non. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pensé que la façon d'écrire, de penser et de publier, c'était d'amener quelque chose de nouveau, comme Balzac parlait de son temps, Zola parlait de son temps. Moi, j'étais pris, si vous voulez, par le surréalisme qui m'a beaucoup influencé, mais que j'ai rejeté complètement à cause de tas de choses totalement sans aucun rapport avec la littérature. Donc, en réalité, j'ai toujours aimé la littérature de science-fiction. On ne peut pas appeler ça la littérature, mais de l'écriture, disons. Et puis, j'ai été coincé par le nouveau roman qui commençait, où c'était à peu près le contraire de ce que je voulais faire, puisque c'était une description absolument radicale du monde, d'une description très succincte du monde. Sauf que parmi nous, quand on a commencé à ouvrir la première librairie en 1953... Attends, tu vas trop vite. Oui. Tu as écrit ton premier texte. Oui. À quel âge? Je ne dirai pas quand, mais si, vous ferez les calculs après. À quel âge et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il est devenu ce texte? Ah oui, justement, le premier roman que j'ai écrit, c'est un roman qui n'est pas spatial, ça s'appelle Le Ressac de l'espace, mais c'est simplement un... J'ai voulu aller complètement à l'envers de tout ce que j'avais lu jusqu'à présent, où finalement, quand les extraterrestres arrivaient sur Terre, nécessairement ils étaient hostiles, ou nécessairement les humains étaient hostiles, ou si les humains allaient sur une planète, ils étaient nécessairement hostiles vis-à-vis des... Donc j'ai voulu faire le premier roman, et je crois que c'est le premier roman dans lequel les extraterrestres qui arrivent sur Terre sont absolument pas du tout hostiles. Au contraire, ils sont complètement harmonieux. Ils ne veulent que le bien des autres. Bon, simplement, ils ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. Donc, ils sont obligés d'être portés par des êtres. Donc là, il se trouve qu'ils ont abandonné leur planète et ils cherchent quelque chose et ils arrivent sur Terre. Et finalement, ils créent une civilisation harmonieuse où tout le monde est absolument heureux. Ils apportent le bonheur, etc. Bon, naturellement, comme toujours, les humains, eux, ne supportent pas le bonheur et donc vont se révolter. Enfin, un certain nombre d'individus vont se révolter. Donc, j'ai voulu faire déjà un roman complètement différent où j'ai aussi voulu montrer l'évolution. Déjà, je ne vous dis pas en quelle année, mais enfin, j'ai commencé à 15 ans. Je voulais montrer aussi l'évolution de la ville, c'est-à-dire montrer que petit à petit, les villes se fermaient dans leur milieu et s'expansaient tout autour, dans des buildings, des choses extraordinaires qui sont aujourd'hui de plus en plus vastes. Et même, finalement, pratiquement, on en est au point où on rase les vieilles villes pour ne laisser que les buildings. Donc voilà exactement Donc ça a été publié, enfin tu l'as envoyé, puisqu'on parlait d'édition, tu l'as... Oui, alors je l'ai envoyé. Il se passe une chose extraordinaire, c'est que j'ai publié à peu près 45 volumes, aussi bien nouvelles que romans que livres d'art, et je n'ai jamais été refusé par un éditeur. Bon, alors... Donc j'ai envoyé Le Ressac de l'espace. Je l'avais déjà publié un autre roman avant, mais qui était un roman pour jeunes filles que je publiais pour une collection qui s'appelait Série blonde, et dans lequel c'était légèrement licencieux. Et donc j'avais écrit un roman de science-fiction licencieux pour les jeunes filles. Et comme la collection s'est arrêtée, donc je l'ai transformé en un roman qui s'appelle Les Fleurs de Vénus, dont je ne parle jamais parce que, bon, il y a quelques idées à l'intérieur, mais bon, ce n'est pas ce que je préfère au monde. Mais donc, il a été tout de suite accepté. Et ensuite, j'ai publié donc Le Ressac de l'espace, qui non seulement a été accepté, mais a été couronné par le prix Jules Verne, qui à l'époque était très important. J'ai même eu, à l'époque, vous vous rendez compte, c'était en 1962. En 1962, j'ai eu tous les journalistes au deuxième étage de la Tour Eiffel qui sont venus. Je suis passé à la télévision, c'est une chose qui est absolument invraisemblable. Donc ça commençait bien. Alors par la suite, bon, c'est certain que j'ai continué dans cette voie parce que j'ai pensé que c'était quand même la façon d'écrire le monde en train de devenir.
Et particulièrement, j'ai toujours été fasciné depuis la plus tendre enfance, d'une part par la certitude que nous arrivions dans une période de décadence. Et donc, je voulais absolument montrer comment cette décadence allait se produire et dans quelles conditions, à travers justement une espèce de vision du futur ramenée vers le présent pour voir comment évoluait le monde à partir des idées du futur. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une relation considérable entre la science-fiction, la bonne science-fiction, celle que je considère comme étant vraiment une littérature à part entière. C'est donc quelque chose qui va plonger justement dans l'avenir pour essayer de recueillir par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, toute la technologie qui avance, montrer comment cette technologie va complètement transformer les rapports sociaux et donc à partir de là revenir au présent pratiquement ou tout juste dans quelques années plus tard pour montrer comment les choses peuvent se passer d'une manière tout à fait désagréable. Donc je crois que c'est ça le problème, c'est que le problème de la relation du lecteur avec la science-fiction, c'est que dès le début, vous le plongez dans un monde complètement à part, dans lequel où rien ne ressemble véritablement à la vie qu'il mène. Donc petit à petit, théoriquement, si le roman est bien fait, il y a donc une structure logique qui fait qu'à partir de ces données de départ, qui sont extrapolées par rapport à des tas de faits de progrès technologiques, on va peu à peu arriver à comprendre comment le monde évolue et comment les gens peuvent voir la façon dont ils pourraient évoluer dans tel ou tel cas. C'est ça, parce que c'est à partir de cette invention particulière, de ce monde particulier, que dans une structure logique, on aboutit à une fin logique. Et je crois que c'est une espèce... Pour moi, la science-fiction, c'est un peu une équation. C'est-à-dire que je pars d'une idée complètement hors des normes et j'essaie de démontrer comment elle pourrait se produire. Voilà. C'est un peu ma démarche en général. Bon, ce n'est pas toujours comme ça, mais en principe, c'est ce qui m'intéresse le plus. Oui, je pense que sans rentrer dans des... parce que c'est pas non plus, ça t'intéresse pas non plus sur la question d'étiquettes, de science-fiction, de sous-genres, etc. Toi, c'est beaucoup l'impact des technologies sur la société, en se projetant dans le futur, en ayant un aller-retour avec le présent et futur. Puisque je fais l'article, donc ça, c'est Les Nuits de l'Aviateur. On ne dit pas que c'est, ou très peu, que c'est en réalité autobiographique. Tu as écrit donc quand même des romans effectivement dits de science-fiction. On y reviendra. Je voudrais parler de notamment Cette chère humanité, la trilogie, le triptyque. Tu as aussi écrit tu as un côté très libre. Ça rejoint tout à fait la Volte. Tu as écrit des romans ou des textes qui ne sont absolument pas de science-fiction aussi. Tu as un roman photo ou un photoroman plutôt. Oui, un photoroman, oui. C'est-à-dire, ça s'appelle Attention les yeux. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a beaucoup passionné d'avoir écrit ce roman parce que il est totalement hors des normes justement puisque c'est quelque chose qui a été repris depuis très souvent. C'est l'histoire d'un photographe qui travaille sur les grands boulevards. À l'époque, ça existait. Vous passiez dans la rue, on vous photographiait, on vous revendait les photos un peu plus là. Et donc ce personnage est comme ça. Et en même temps, il fait des photoromans. Donc, il écrit des scénarios, etc. Mais finalement, c'est quelqu'un qui est totalement solitaire, totalement seul. Et il dit finalement, il faut que je m'invente une famille. Et donc, il s'invente un oncle, une sœur, un frère, toute une famille autour de lui, avec des comédiens qu'il recrute, des gens bizarres, même quelquefois des semi-clochards qu'il rencontre dans la rue. Et donc, il essaie de construire une société. Donc, c'est un roman qui est... c'est pas famille je vouais, c'est famille va se détruire. Donc, c'est toute l'histoire d'une famille, une fausse famille qui va se détruire à travers des personnages qui, théoriquement, arrivent avec une très bonne intention de créer véritablement autour de ce personnage une espèce d'utopie de famille. Et cette utopie va se détruire peu à peu.
Et donc, c'est un roman que j'ai écrit. D'ailleurs, je suis passionné par la photo. Ça, on y Depuis reviendra, toujours, bien sûr. On place des j'ai été pour arriver à la photographe. photo et tout ça. Ce roman a été écrit entièrement à partir de photos. C'est-à-dire que c'est pour la seule fois, d'habitude, je n'écris jamais de synopsis. Je connais le début et la fin de mon roman et les personnages qui vont habiter, mais c'est absolument pas du tout ce qui va se passer à l'intérieur. Tandis que là, c'est exactement le contraire. Là, comme c'était un roman aussi, une équation, donc j'ai écrit mon synopsis particulièrement d'un bout à l'autre, et par la suite, j'ai pris mon Leica et j'ai été sur les lieux où se passent les événements, et j'ai tout photographié avec des personnages comme ça, pris au hasard dans la rue. Et après, donc, j'ai développé toutes ces photos et je les ai accumulées à côté de moi, donc dans la séquence par rapport aux événements. Et donc, j'ai écrit tout le roman d'après les photos. Et là, j'ai vu comme c'est extraordinaire de voir comment, au moment où on imagine la photo, au moment où on la prend et au moment où on la découvre, il y a 3 moments totalement différents et qui sont extrêmement émouvants et qui m'ont été nécessaires dans beaucoup de romans. J'ai même des romans dits de science-fiction. Je n'en ai pas écrit beaucoup qui se passent dans l'espace, mais 1 ou 2. Même là, il m'arrive de faire des photos de lieux qui n'existent pas. On peut du coup parler un peu de ce que tu as fait en plus d'écrire des romans. D'abord, tu as créé, pas tout seul, la première revue de science-fiction. Enfin, on disait pas science-fiction, mais c'est la revue Fiction. Oui. Tu as participé à la création de la première librairie dite de science-fiction à Paris. Oui. Tu nous en parles un petit peu ? Oui, mais justement, à l'époque, Boris Vian avait publié dans Esprit un article sur une nouvelle littérature, je n'ai pas exactement le titre, qui était une nouvelle littérature, la science-fiction. Donc c'était donc une nouvelle littérature, la science-fiction, dans Esprit. Donc il y a aussi un autre philosophe qui s'appelle Michel Pilotin, qui a écrit aussi dans une autre revue littéraire un grand article sur la science-fiction. Parce que c'était des gens qui en avaient lu, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Et donc, ils avaient lu, avant la guerre, ils se faisaient venir des États-Unis des romans de science-fiction, alors que moi, je ne savais même pas que ça existait. Donc, avec Boris Vian, Jacques Bergier, qui est aussi un physicien, qui a écrit beaucoup de romans sur l'espionnage, sur ce qu'il a fait pendant la Résistance. Il n'a jamais écrit sur les camps de concentration, puisqu'il en a fait 3 à lui tout seul. Mais c'était des personnages très, très puissants, très intellectuels, avec lesquels on a créé donc cette première exposition qui s'appelait Présence du futur, en 1953, fin 1953. Et là, donc, on a été accompagné par une admiration sans borne à travers les journaux, à travers tout. Vraiment, ça a été pris. Et pourtant, Boris Vian, à l'époque, si vous voulez, était quelqu'un qui était très mal perçu, très mal connu. Il a été connu depuis sa mort, parce qu'à cette époque-là, il avait beaucoup de mal à vivre. Moi, je l'ai bien connu. Donc, je connaissais aussi Raymond Queneau. Raymond Queneau, bon, il participait avec son ami Boris Vian à l'effort qu'il faisait par rapport à cette littérature, mais enfin, il n'était pas totalement convaincu que c'était vraiment une littérature. Bon, enfin, de toute façon, on a créé ça. Topor, Sternberg, ça c'est après. Alors après, donc, il y a eu aussi Jacques Sternberg. Des noms que vous connaissez peut-être pas. Jacques Sternberg, Roland Topor. Topor. Et en particulier, quelqu'un qui est très connu, Michel Butor, qui était avec nous, avec lequel on a failli créer une revue aussi chez De Noël. Finalement, bon, ça n'a pas abouti. Mais enfin, donc, on était quand même... et puis, il y avait des tas d'autres intellectuels. Il y avait des gens qui venaient de province, des médecins, des avocats, des gens qui avaient lu de la science-fiction avant la guerre, et tout d'un coup, voyaient que ça devenait quelque chose qui existait, et ça a été un véritable miracle qui s'est produit pendant toutes les années 50, et qui, vers les années 60, a fini par, je ne sais pas pourquoi, a fini par lasser. Donc ça, c'était Présence du futur. Fiction, c'est quand? Alors, Fiction... Et la balance? Tout est paru en même temps. En 1953, ils sont sortis la première exposition de science-fiction, avec des livres
de science-fiction d'avant-guerre, enfin qui s'appelait Roman extraordinaire, etc. Et puis il y a eu Fiction, la revue, qui était quand même une revue littéraire, qui était tirée comme à 40 000 exemplaires, Ça fait rêver, oui. qui était admirablement placée dans les kiosques, parce que c'était un monsieur qui avait créé Mystère Magazine, et donc il connaissait très bien les kiosques à journaux, et qui les persuadait de placer des piles de fiction devant, et donc ça se vendait comme des petits pains. Fiction, il y avait un lien. Enfin, tu as fait des couvertures d'ailleurs à cette époque, mais il y Oui, avait un lien avec le surréalisme aussi. Non, tu veux pas. Non, non, on en parlera après d'ailleurs de surréalisme. Mais... Oui. D'accord. Mais il y avait un travail sur l'image. Alors, le travail sur l'image, bon, effectivement, j'ai fait des couvertures pour cette revue Fiction. Et en même temps, depuis très longtemps, finalement, comme j'étais épris de surréalisme, pendant que j'étais très jeune, j'ai fait des gravures à la manière de Max Ernst, c'est-à-dire en prenant des vieilles gravures prises dans le journal des voyages, dans le Tour du monde, dans les romans de Figuier, de Camille Flammarion, etc. Et donc avec ces gravures, on les découpe et puis on mélange les personnages tels que Max Ernst l'avait fait. Simplement, dès le début, autant le collage qui avait été inventé par Dada, Raoul Haussmann en particulier, ne prenait pas en compte la construction logique. C'est-à-dire que ce qui importait, c'était d'amener les images côte à côte dans un même plan où ça provoquait une espèce de désorganisation de l'esprit. Tandis qu'au contraire, moi, dès le départ, mon but, c'était d'essayer de refaire des scènes qui étaient absolument impossibles dans le réel à partir de découpage, et donc les mélanger pour qu'il y ait vraiment une image qui donne tout d'un coup l'impression d'un monde réel qui échappe à l'imagination, ou au contraire, qui est l'imagination même. Bon, j'ai abandonné parce qu'effectivement, donc, Max Ernst avait fait beaucoup mieux que moi, et il l'avait fait bien avant moi. Mais enfin, donc après, j'ai fait quelques donc, couvertures de fiction, une trentaine, et en même temps, je faisais aussi des collages que je vendais d'ailleurs. Mais le problème fondamental, c'était que en découpant des images dans des revues, etc., et en les mélangeant pour constituer des nouvelles photos, on n'avait pas les mêmes trames, les mêmes couleurs, les mêmes grilles, etc. Et donc, on n'arrivait pas... Évidemment, l'image elle-même donnait à voir autre chose, mais on voyait que c'était un collage. Et ça, c'était... Donc, j'ai abandonné complètement pendant des années cette possibilité, puisque ça ne venait pas exactement tel que je voulais être. C'est-à-dire, en réalité, vous allez voir par la suite, mon propos, c'est justement de faire des nouvelles instantanées. C'est-à-dire une image, et à partir de là, le regardeur peut imaginer ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. C'est un fait immédiat. Et surtout, je veux donner l'impression, comme vous voyez là, bon, c'est la grande bibliothèque de Paris. Et donc, cette grande bibliothèque, donc, j'y ai mis des personnages. Bon, là, c'était une période au début, quand j'ai commencé, quand Photoshop est arrivé, donc en 1991. Donc, j'ai enfin dit, je peux enfin faire ce que je voulais, c'est-à-dire mettre les images nouvelles, différentes, puisque je peux à la fois réunir des différents éléments à travers des photos que je prends, à travers des magazines, à travers des photos que je prends à la télévision. Et donc, je mélange tout ça, mais grâce à Photoshop, je peux tout remettre dans la même lumière, je peux mettre les mêmes ombres, je peux transformer exactement comme si c'était une véritable photo qui était prise dans la rue, vous voyez. Voilà. On a fait un Donc, bon si vous voulez, direct, à partir d'une image comme ça, normalement, un esprit éclairé peut voyager et donc se promener dans un monde imaginaire. Et donc, c'est une espèce de continuation en parallèle avec mon écriture. Et je crois que ça me...
actuellement, ça me passionne presque plus que l'écriture. Ouais, c'est trop rapide. Bah, tu peux régler, moi je sais pas régler. Bon, d'accord. Ouais, ça va un peu vite. Alors, cette image... Ça va trop vite. L'image Ah, précédente que personne qui vous sait. avez vue... Bon. non, ça, c'est le musée de la femme. C'est une époque où la femme va disparaître. Et donc, vous voyez, là, c'est un tableau que j'avais vu dans une opus qui représentait un chien au bord de la mer, comme ça, qui voyait un chapeau melon de son maître qui était disparu. C'est Donc, lequel j'ai voulu recommencer. C'était lequel dont tu parlais? Quelle image? Alors, il y en a beaucoup. Tiens, si tu prends le premier qui s'appelle « À quelle heure le prochain train le prochain tas », voilà. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment le monde de l'absurde. C'est une photo que j'ai prise moi-même. C'est des personnages que j'ai pris moi-même. Et je les ai rassemblés sur cette image où, tout d'un coup, il y avait, sur cette plage du Crotoy, où je vais toujours, comme dit Souchon, eh bien, j'ai imaginé qu'une personne s'étonne de ce tas et donc pense que le tas, c'est normal qu'il continue. Et donc, elle attend l'heure du prochain tas. Voilà. Bon, tant qu'on est dessus, hein, on continue. Hein. Allez, une autre. Donc cette photo, je l'ai présentée chez Christie's et il se trouve qu'un collectionneur américain l'a achetée. Je suis tout à fait 17 étonné. millions d'euros. Elle est partie en Utah. Non, 500 euros. Oui, 500 euros. C'est un début. Donc, juste en passant, en continuant, on va jouer à Tarcalé, c'est très bien. Tu as toujours fait de la photo. Oui, toujours. Enfin, j'ai été photographe professionnel. Photographe. Ouais. J'ai été photographe professionnel pendant des années. J'ai d'abord fait des photos dans les écoles. Donc, vous connaissez les gens qui passent faire des photos. Donc, simplement, oui. On avait inventé un système qui était très bien parce que c'était interdit de prendre des groupes, des personnages un par un. Donc, on avait inventé, on ne pouvait prendre que des groupes. D'ailleurs, toutes les anciennes photos de lycée, c'est des groupes. Là, on mettait un personnage au premier plan de l'école. Et donc, on le photographiait, puis derrière, il y avait toute l'école derrière. Donc, j'ai été aussi photographe chez un rival d'Harcourt. Là, j'ai vraiment appris tout, la retouche, la repique, la prise de vue, l'éclairage, etc. Bon, j'ai fait beaucoup de choses dans la photo, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était un métier qui était voué à l'échec. Là, en tant qu'auteur de science-fiction, je me suis complètement trompé. Mais enfin, j'étais très ami avec Robert Doisneau, par exemple, et surtout son ami Bob Giraud. Et donc, je voyais qu'il vivait... je te coupe, parce que moi, j'ai découvert l'existence de Bob Giraud, et donc je voudrais que tu en parles 2 secondes, parce que moi, je ne connais pas. Toi, tu penses quoi? Tout le monde connaît. Robert Doisneau, tout le monde connaît. Mais Bob Giraud, on ne connaît pas. Et c'est quand tu es passé à la méthode scientifique, il t'en parlait de Bob Giraud. Quelqu'un connaît-il Bob Giraud? Alors, vas-y, parle-nous de Bob Giraud, parce que Bob Giraud, c'est un important. personnage assez extraordinaire, qui a écrit d'ailleurs un livre sur Paris, donc qui passait sa vie dans les nuits dans Paris, avec d'ailleurs Doisneau, avec moi, avec d'autres, en particulier dans les halles à l'époque, au milieu des prostituées, des Macs, tous les bas-fonds de Paris. Et donc, c'était un type très subtil parce que moi, j'ai toujours été un peu alcoolique, il faut bien le dire. Et à l'époque, donc, je buvais énormément. Tu supportes très bien l'alcool en même temps. Et lui, il avait une méthode extraordinaire. Et donc, il prenait un verre et il se faisait servir son verre. Et il disait, on remet ça. Et donc, lui, il avait déjà bu rien. C'est-à-dire, et là, on lui remettait une goutte. Donc, lui, il pouvait durer des nuits entières, tandis que petit à petit, on se décomposait. Bon, c'est un personnage extrêmement poétique qui était bouquiniste sur les quais de la Seine, d'ailleurs, en plus, et qui faisait des reportages avec Bob Giraud, par exemple, avec Doisneau, par exemple, la récolte des mégots par les clochards, la Maube, les chiffonniers, etc. La Maube?
La MAUB, oui, c'est Maubert Mutualité. Ah bah, moi, je sais pas. Hein. Ok, d'accord. Donc, dans le temps, la MAUB, c'était vraiment le rendez-vous des clochards à Paris, où les gens ramassaient les poubelles le matin. Enfin, ils puisaient dans les poubelles pour aller revendre après chez les brocanteurs, etc. Parce que dans les poubelles, on trouve de tout. On trouve des choses même des fois extrêmement rares et très chères. Bon, je t'ai coupé sur Bob Giraud. Enfin, bon, voilà, c'était Voilà. important parce que, bon, voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et Bon, je sais plus ce enfin, que de toute t'étais en train façon, de dire. j'ai été et je me suis rendu compte que malheureusement, bon, à l'époque, un photographe, c'était quelqu'un qui n'avait aucune valeur aux yeux de l'establishment. À tel point que quand je suis devenu journaliste par la suite et que je partais en reportage, donc les gens disaient, bon, alors le photographe va aller manger avec les chauffeurs. Voilà. Donc c'était quand même assez... Donc je me suis dit, donc je ne vais pas devenir photographe. Alors, journaliste. Alors Journaliste, ça t'a permis de faire le tour du monde, Oui. de, je ne sais pas, visiter combien de pays. Du coup, ça t'a énormément nourri en termes d'imaginaire. Il y a un roman, j'en profite pour faire un peu de réclame. Il y a un roman qui se passe entièrement en Guyane. On pourrait dire que le personnage principal, c'est la Guyane. Moi, je connais pas la Guyane, mais j'ai l'impression de connaître la Guyane, où il y a toujours une actualité. Voilà. Donc, tu as beaucoup voyagé, tu as connu la Guyane, tu as connu beaucoup de... Oui, j'ai vu le premier départ d'Ariane, d'ailleurs, là-bas, sur place. Et ben, j'ai vu à peu près, en dehors de l'Australie et de Tahiti, j'ai été à peu près partout, quoi. Enfin, je connais assez mal le Pacifique de l'autre côté, quoi. Les antipodes me sont étrangères, malheureusement. Alors, je pense aller un jour dans les antipodes, mais enfin, vu mon âge, ça devient de plus en plus difficile. Mais enfin, on ne sait jamais. On va faire une tournée. De toute façon, je peux voyager avec mes livres, puisque justement, ce dont parlait Mathias tout à l'heure, c'est que justement, je suis en train d'écrire un livre qui se passe dans le Pacifique Nord, où un certain nombre d'athées, de libertaires, de gens, de marginaux, intellectuels, scientifiques, là, pour la plupart, d'un niveau intellectuel élevé, vont arriver à convaincre l'ONU de prendre l'île poubelle, c'est-à-dire cette île qui se passe dans le Pacifique Nord, où il y a tous les déchets plastiques du monde qui s'agglomèrent dans une espèce de monde circulaire, et dans lequel il y a aussi tous les détritus qui viennent se rassembler. Donc ils arrivent à faire reconnaître cet endroit comme un véritable continent, et à partir de là, ils vont construire une île en compactant tous les éléments qu'ils trouvent, en les mélangeant avec du béton et allégé, et donc de construire une île qui va à peu près être grande comme 2 fois la Corse, sur laquelle ils vont construire une utopie. Et donc, effectivement, les héros principaux, c'est Robur, Servadac, tous les héros de Jules Verne, qui sont les principaux fondateurs, qui sont tous des scientifiques de haut niveau. Et donc, ils vont créer une utopie absolument magnifique dans laquelle tout le monde est libre. Il n'y a pas d'argent, on peut travailler quand on veut, on choisit le travail qu'on veut, on peut construire la maison qu'on veut, et tout le monde s'entend admirablement bien, grâce peut-être aussi à un système qui permet, mais avec une assez grande douleur, parce que c'est quand même un travail très dur de la télépathie, c'est-à-dire qu'ils peuvent, s'ils le veulent, avoir un contact télépathique avec un des leurs, mais c'est extrêmement perturbant, donc ils l'utilisent assez peu. Mais on se rend compte qu'au bout de 30 ans, tout ça, petit à petit, chacun a une vision de l'utopie particulière, et donc petit à petit, cette utopie va se déconstruire à travers l'imaginaire de différents athées, de différents libertaires, athéistes, qui veulent aussi construire un monde à eux, qui sera leur utopie personnelle. Donc je ne raconte pas la suite, parce que sinon ça irait beaucoup trop loin. Enfin, la base est là. Donc c'est une utopie à partir des poubelles. Voilà. Le paquebot, on garde ce titre, le paquebot immobile. Le paquebot immobile. Bon, très bien. Je voudrais qu'on parle... Là, tout à l'heure, je voulais parler de la Guyane. Et c'est vrai que quand j'entends l'actualité sur la Guyane, j'ai l'impression de connaître. Ça s'appelle Akiloé. Oui. Et tu peux nous raconter l'histoire éditoriale d'Akiloé. Alors, Akiloé ou le souffle de la forêt, ça se passe... Comme si j'avais besoin d'un titre. Bon. Et
tu parles de la Guyane parce que c'est pour toi la terre des extrêmes, c'est-à-dire les Indiens qui n'ont pas eu de contact avec la civilisation, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, ou presque occidentale, la société, et la base de Kourou. Oui, c'est ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu une chance étonnante. C'est la chance des journalistes, c'est que j'ai pu aller dans les endroits où personne ne va en Guyane, et de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on veut de plus en plus protéger les Indiens, surtout dans le Haut-Maroni, qui change de nom d'ailleurs par la suite. Et donc j'ai pu aller très très profondément dans la Guyane, qui est un pays absolument immense. Et j'ai rencontré donc des Indiens et j'ai vu la façon dont ils vivaient, des gens qui vraiment n'avaient pratiquement pas vu la civilisation, sauf un ou deux personnages. Il y a même un blanc qui vivait au milieu d'une tribu depuis des années, qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Et donc là, j'ai vu la vie au naturel, dans un monde absolument sublime qui est totalement à l'envers de ce qu'on peut imaginer, parce que pour tous les gens, la Guyane, c'est le bagne, c'est l'horreur, c'est la chaleur, en réalité, c'est un endroit absolument merveilleux, avec une forêt d'une beauté stupéfiante, des animaux très difficiles à trouver, des paresseux, des êtres. Et par ailleurs, s'est installé Kourou. Et donc, moi, j'ai eu la chance de voir le premier départ raté d'Ariane. Et après, je suis revenu pour voir le vrai. Je suis allé 5 fois en Guyane pendant environ 2-3 semaines à chaque fois. Donc, ça m'a permis quand même de bien connaître le pays. Et donc, j'ai voulu montrer cet Indien est là, dans un village perdu dans le Haut-Maroni. Et les gens vont venir le visiter. Et donc, ça va provoquer une grippe épouvantable. Et donc, toute sa tribu va mourir, sauf sa mère, qui perd un peu la tête, et lui, qui a à l'époque peut-être 7-8 ans. Et donc, il va partir avec sa mère. Et là, il va rencontrer quand même une petite ville, parce qu'il y a des petites villes le long du Maroni, qui s'appelle Papaichton. Et là, il y a quand même une petite école avec une maîtresse d'école. Et donc là, il va commencer à apprendre ce que c'est un peu que la civilisation. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, ce personnage va refaire à peu près toute l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire depuis la vie dans la brousse jusqu'à la fin du livre, que je ne vous raconte pas, où il ira vraiment jusqu'au bout de la technologie la plus pointue. Voilà. Tu peux, en 2 minutes, raconter l'histoire éditoriale de ce livre, parce que c'est quand même... On raconte en fait une histoire de la littérature, une histoire de l'édition, une histoire en passant d'un livre à l'autre. Donc, quand même, voilà. À Chiloé était promis à... Voilà, oui, à Chiloé... quand c'était, en revanche. Il y avait ce qu'on appelait la star de la science-fiction. Ah oui. Oui, papesse de la littérature. La papesse, oui. Donc, Françoise Verny, qui avait pris mon livre, elle l'avait trouvé très bien, et elle avait dit, ça sera le livre de la rentrée, on peut viser le Goncourt, on peut tout faire. Elle a enlevé elle a enlevé quand même une partie. Elle m'a donné une avance absolument gigantesque, donc j'étais très heureux. Mais elle m'a dit, ah ben non, là ça s'arrête, ça devient de la science-fiction. Alors, quand même, là, elle m'a dit, ça sera le livre de l'année. Il faut enlever ça. Pour Flammarion, donc un investissement énorme, publicitaire, etc. Et finalement, bêtement, j'ai accepté de couper la moitié de mon roman. Simplement, à la fin, le héros voit la fusée s'envoler. Bon, c'est tout. Donc, à l'époque, il y a eu une succession de malheurs épouvantables. Le stock de Flammarion a brûlé. Donc, au lieu de publier mon livre, ils ont publié les livres que les libraires demandaient. Donc, c'était avant les vacances. Et normalement, quand on veut avoir quelque chose à la rentrée, on donne le livre au mois de juin. Et là, normalement, je devais avoir apostrophe avec Lévi-Strauss et je ne me souviens plus du nom de l'autre. Donc, je vais avoir un magnifique... Enfin, ça devait être sublime. Et puis, finalement, donc, mon livre n'est paru qu'à la rentrée. L'émission n'a pas eu lieu. Et voilà. Donc, je me suis retrouvé
bête d'avoir accepté cette amputation épouvantable. Heureusement, Mathias, des années plus tard, a accepté de publier l'intégralité, c'est-à-dire le double de ce que j'avais publié auparavant. Voilà. Je voudrais parler 2 minutes, je ne sais plus combien de temps nous reste-t-il, parler d'un livre qui me paraît extrêmement important. Évidemment, on l'a publié. Non, extrêmement important, c'est ça. Oui. Et parce que quand même, il ne s'agit pas de faire, de dire tout en quoi tu es extraordinaire ou tu as été le premier, c'est pas une course, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la lecture. Mais tu as, dans notamment Cette chère humanité, donc Cette chère humanité, pour moi, c'était, j'en ai parlé tout à l'heure, non, j'ai cité, c'était un livre emblématique de Philippe, j'avais effectivement le Ressac de l'espace et Cette chère humanité, et je sais plus quelle maison, enfin ça devait être le Poche, ne l'exploitait plus et on l'a refait. Et en fait, c'était un triptyque. Oui. Et d'abord, dedans, il y a énormément d'inventions, comme tu aimes. L'aller-retour, comme on disait, futur, passé, futur, présent. Il y a un voyageur du temps, même. Il y a eu des inventions on pourrait dire que tu as inventé, tu avais senti certaines inventions. Oui. Tu peux dire on peut dire que oui, c'est un livre qui est quand même paru en 1973 et les gens ont des watches à la main. Des Swatch, oui. Oui, mais t'appelais ça comment? Oui, ça s'appelle des bracelets. Ouais. J'ai plus vu. Ouais. Et Cette surhumanité, le republier avec les 2 autres livres qui composent un triptyque, on l'a republié, je ne sais plus, il y a 3 ans. C'est quand même très drôle, puisque si je parle juste de Cette surhumanité, c'est le Marcom, le marché commun. Oui. 13, je ne sais plus. Oui, à l'époque, il y avait 13 États. Voilà, 13 États. Ils se sont refermés sur eux-mêmes. Ils ont viré tous les étrangers. Ça, c'est pour lutter contre le racisme. C'est ça. On peut plus sortir, on peut plus rentrer. Il y a une vision à relire aujourd'hui, ce que tu pensais de l'Europe, avec dans les 3 livres une bureaucratie européenne, une sorte de. On a vu Brésil là récemment, où une sorte de vraiment de côté bureaucratique avec des normes partout. À relire aujourd'hui, c'est drôle, parce qu'on n'a pas dit beaucoup, mais on le voit quand même là, on y reviendra. C'est drôle et il y a un côté vraiment, je veux pas dire visionnaire, on s'en fiche, mais ça parle encore aujourd'hui, ça nous donne un reflet de l'Europe assez cinglant, drôle, grinçant. Oui, c'est-à-dire que c'était pour moi. Très jeune, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, mais j'ai arrêté. Donc très jeune, pour moi, je voyais la décadence de l'Europe arriver. Et donc je disais qu'il n'y avait qu'une seule solution après ces 2 guerres. Enfin, je n'ai pas vraiment vécu la deuxième, mais je l'ai subie quand même. Je me suis dit, vraiment, c'est absolument impossible qu'on continue à vivre de cette façon. Et je pense que l'Europe a besoin de se construire. Mais quand j'ai vu la façon dont ça commençait à se présenter, et quand j'ai vu aussi la décadence qui s'emparait des gens, du désintérêt qu'ils avaient par exemple pour la technologie, qui allait bouleverser leur existence, je me suis dit vraiment, je pense que si l'Europe ne se construit pas sur une manière totalement différente de celle qu'elle est en train de prendre comme voie, si elle ne devient pas, je dirais pas une fédération, mais plutôt un peu une Europe à la manière des États-Unis, elle n'existera plus dans peu de temps. D'autre part, il y a eu quand même toute cette histoire de colonisation qui s'était produite, et donc il allait inévitablement attiré par le fantastique développement technologique, économique des pays européens, après la guerre, après cette guerre épouvantable, il allait attirer toutes les anciennes personnes des colonies, et donc ça ressemble un peu à la chute de l'Empire romain, et j'ai pensé que c'était quelque chose qui était à venir si on ne prenait pas quelque chose en main, et si on ne voyait pas une Europe ouverte, alors que là, elle est totalement fermée. Et physiquement, donc. Ouais. Voilà. Enfin, après, tu as imaginé, en dehors de l'Europe, des pays, justement, qui ont, eux,
évoluer autrement. Voilà. Enfin bon, il y a Oui, c'est ça. c'est pas que l'Europe et c'est pas Dans que mon livre, au contraire, c'est- tous les pays, pas tous les pays, mais une grande partie des pays en voie de développement, que j'appelle les pays voides, ont fait une progression considérable sur le plan technologique et eux ont accepté le monde en train de venir alors que l'Europe, elle, s'est refermée sur elle-même. Oui, cette Europe, elle c'est juste pour l'histoire, et elle a en plus inventé des cabines à dilater le temps. Donc c'est l'immobilisme, c'est-à-dire que les gens vivent dans des cabines pour étirer le temps mais ne rien faire. Non, non, et simplement, ils peuvent vivre 7 jours en une journée. Alors. Voilà, c'est formidable, Ça- mais ils font rien. Oui. Et ça leur permet de... Voilà. Bon, on n'a pas ça. Hein. Voilà, donc c'est un regard, voilà, c'est extraordinaire. Et du coup, on a fait, on est allé chercher tout à l'heure. Philippe a cité Max Ernst. On a mis une peinture de Max Ernst dont le titre est vraiment, enfin, le titre de la peinture. C'est l'Europe après la pluie. Oui. Donc, on a appelé le diptyque l'Europe après la pluie. J'ai l'impression de faire la grande librairie. C'est le triptyque qui s'appelle... Chaque roman a un nom différent. Et Cette chère humanité, Le dormeur s'éveillera-t-il et En souvenir du futur. Donc ce sont 3 romans qui sont complètement... Différent. ils sont simplement dans le cadre de l'Europe, mais ils sont tout autour de ce Marcom. C'est-à-dire, le premier, c'est vraiment le Marcom complètement construit, tel qu'il est, fermé, etc. Le second, c'est la révolution, c'est-à-dire que c'est ce qui précède la destruction de nos sociétés et qui va justement amener les gens à construire ce Marcom. Et après, le troisième, c'est une espèce de périple à travers le temps pour essayer d'empêcher que plus tard ce Marcom se produise. Voilà. C'est assez rocambolesque. Donc c'est drôle, c'est voilà. Donc et puis effectivement dans le deuxième que tu as cité, c'est les écologistes qui ont tout fait péter en fait. Hein. Oui. Ça c'est drôle. C'est vraiment voilà, tout est à rebours, évidemment à chaque fois. Juste, tu as parlé de surréalisme. Enfin, on va revenir un petit peu là. Et quand même, on peut dire un de tes secrets de fabrique, c'est que et donc ça montre à quel point les décollages, puis c'est comme ça que tu les appelles, et ce que tu écris sont proches. C'est que parfois, dans un roman, tu as dit que tu n'avais pas un plan, sauf pour un roman, tu avais un début, une fin, mais que parfois, soit tu es bloqué, soit tu as envie, tu fais quelque chose qui me paraît très surréaliste. Tu peux nous donner ton secret ? C'est-à-dire, oui, il faut dire que je suis un admirateur sans borne de Raymond Roussel, en particulier de Locus Solus et de l'impression d'Afrique. Et j'ai utilisé d'une manière détournée la façon dont il opérait, comment j'ai écrit certains de mes livres. Il a fait un livre qui a ce titre. Donc c'est une façon très particulière, c'est-à-dire à partir du moment où je sens que le récit s'enlise et devient un peu un récit trop banal, trop peu intéressant, trop manque d'imaginaire, je jette au hasard des mots, selon un procédé assez compliqué, et à partir de là, je les réunis, et en liant ces mots entre eux, j'arrive à avoir des concepts qui ne sont pas possibles si on réfléchit logiquement. Voilà, c'est ça le problème. Donc, mon idée, le problème de la science-fiction, c'est un grave problème pour lui, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, je pense que là, à travers les images, je vais beaucoup plus loin qu'à travers mes romans. Parce que à travers mes romans, je ne peux pas vraiment laisser le lecteur en proie au doute. Il faut absolument qu'il se raccroche à une réalité quelconque, sinon on ne pourra pas. Puisque là, je lui impose une réalité fausse. Et c'est à partir de là qu'il va, enfin j'espère, devenir un parasite de mes images. Ah oui. Et du coup, on a décidé de faire un livre. C'est notre premier beau livre, pour dire ça comme ça. On a décidé de faire un livre avec tes décollages que tu fais depuis toujours, enfin depuis 25 ans. Enfin non, tu nous as expliqué tout à l'heure. Il y en a où tu ne pouvais pas techniquement en faire. J'ai recommencé à partir de 91, à partir du moment où j'ai pu enfin réaliser ce que je voulais. Bon, ça c'est l'auteur, on va passer. Oui. Ça tu peux nous raconter, mais en même temps, c'est à nous de nous faire notre histoire. Oui, c'est ça. Toi, tu donnes des titres. Oui, je donne des titres, mais enfin, ça s'appelle le musée de la femme. Ça, on voit bien que. Oui, bon, c'est clair. C'est clair.
Voilà, ça, c'est l'auto-analyse. Ça, c'est le fameux chien hurlant à la mer. Là, c'est conversation avec un aveugle. Voilà. Donc, vous avez vu, on a des reproductions dans la librairie qui sont suspendues. Ça aussi, ce qui m'a un peu inspiré, j'ai fait quelque chose. Il y a Bush Junior au milieu, là. Il y a Bush, ça s'appelle Défilé à Bagdad. Oui, bah oui. Donc, on a fait un vrai livre d'art, comme on dit. Alors moi, je voulais mettre les dates, etc. Mais Philippe m'a dit c'est pas possible. Il y a des versions que j'ai refaites 25 fois. Oui, oui. Donc on n'a pas pu faire ça quand même. Bon, ça c'était tout à fait au début. C'est-à-dire que je pensais faire des couvertures de science-fiction ou des illustrations de science-fiction. Parce que l'ambiguïté dans cette histoire, c'est que quand j'ai commencé, c'était dans l'idée de faire une image comme ça. Et à partir de là, écrire une nouvelle. Or, finalement, je me suis rendu compte que la nouvelle, elle est là. On peut très bien la faire soi-même. Et ce n'est pas à moi de la faire, puisque j'ai déjà proposé quelque chose qui fait faire un voyage. Voilà. Voilà, on a une Ça, c'est Henry James. Ouais, pardon, j'ai... Ouais. Oui. Ah. On a un texte sur surréalisme. Enfin, on a rajouté 2 textes, une préface, et puis des repères biographiques. Là aussi, je voulais faire quelque chose comme dans les vrais livres, vous savez, les dates. Mais en fait, Philippe n'a pas voulu, et c'était beaucoup plus drôle de mettre des sortes de repères bibliographiques, mais subjectifs. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait tellement de métiers pendant si peu d'années que j'ai pas voulu mettre les dates, sinon personne n'aurait pu comprendre. Ça, c'est l'ancêtre des Transformers. Oui. Hein? Car c'est toi qui a inventé les Transformers. Bon, voilà. Ça, c'est... Oui, pardon. Oui. C'est les parcs. Ah oui, bien sûr. Voilà les parcs. Qui tissent, ils dessinent la galaxie. Voilà. Allez, encore 2. Celle-là, on a vu. Ah non, on n'en a pas commenté du coup, en fait, celle-là. C'est ça? Ça, on l'a commenté puisque tu as dit que c'était la... Oui, c'est le point que tu as mis. Ouais. C'est la charmeuse de Rat. Ça, c'est sur ma plage du Crotoy. Donc, il y avait un écran dans lequel étaient projetés des films pour les gens sur la plage. Donc, alors, j'ai photographié cet écran. Puis après, j'ai photographié donc, ces mouettes. Et alors, en plus, j'ai photographié après le coucher de soleil. Et j'ai vu donc la pénétration du réel dans le fictif. Le Crotoy, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la baie de Somme. C'est dans la baie de Somme où Philippe habite une partie de l'année. Et donc, ça me permet de parler d'un autre livre. Vous avez vu, hein, discrètement, juste à temps, dont le personnage principal est en fait la baie de Somme, passé, futur, présent, avec quelque chose de très fort. Philippe, j'ai pas dit vraiment, parce que bon, c'était à toi de parler, mais Philippe travaille énormément sur les sens et les sensations. Il y a vraiment... alors, il y a des choses extrêmement sensitives. D'abord, il y a la sensualité incroyable. Il y a des scènes de cul monstrueuses, souvent, enfin magnifiques, pardon. Mais vraiment, c'est très difficile. Les écrivains disent beaucoup que c'est très difficile d'écrire des scènes d'amour. Et alors, voilà, Philippe est capable d'écrire des scènes d'amour absolument hallucinantes et très, comment dire, ouais, enfin, proches de la haute voltige. Voilà. On peut dire ça. Et là, dans celui-là, il y a vraiment, tu as cherché à savoir comment quelqu'un d'aujourd'hui peut comprendre, sentir comment c'était. Alors, c'était au début du... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'est produit au fait que dans la baie de Somme est en partie née l'aviation. Puisque près de ce petit village du Crotoy, les frères Caudron, qui étaient des fermiers dans les environs, ont créé le premier avion, pratiquement les premiers avions français. Donc après, les frères Caudron ont pris d'importance considérable pendant la guerre de 14. Et il y a une photo qui est extraordinaire, c'est une photo aérienne, dans laquelle on voit le petit village du Crotoy qui est grand comme ça,
et on voit les établissements Caudron qui ont une taille absolument prodigieuse et qui n'existent plus. Et en plus, ça a été très important parce que les frères Caudron ont formé pratiquement tous les pilotes français, même des pilotes américains, des pilotes anglais, et ont formé 1800 pilotes. Donc, si vous voulez, ça n'est pas l'essentiel du roman, mais ce qui est intéressant, c'est que mon personnage, si vous voulez, donc, la baie de Somme se caractérise par le fait que la mer se retire complètement à 15 km du bord. Et donc, les marées montent pendant 15 km et repartent 2 fois par jour. Et donc, à ce mouvement, j'ai voulu rajouter les marées du temps. Et donc, ces marées du temps vont amener les personnages du futur dans le présent. Et mon personnage va, lui, dériver vers le passé. Puis, par la suite, par un retour des choses, il y a aussi une personne qui vient du futur, avec lequel il va vivre, et il va, lui, aller vers le futur, ce qui est complètement invraisemblable. Et dans ce passé, ta recherche, je trouvais aussi, était très intéressante, c'est comment on sent... Est-ce que les goûts étaient plus forts? Par exemple, la nourriture, beaucoup de nourriture, hein, je parlais de sens, donc on aime bien manger dans ce que tu écris. Et donc, il y a beaucoup de cuisine au beurre, mais voilà, on est... Et comment ce personnage, mais du bon beurre, enfin, ouais, comment ce personnage lui-même, est-ce qu'on est capable de comprendre comment on se ressentait les choses, en fait, oui. Les goûts, les couleurs, tous les sens. Voilà. C'est-à-dire, ce qui est formidable d'écrire un roman comme celui-là, c'est que depuis ma plus tendre enfance, qui date d'il y a très 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 longtemps, j'ai vécu dans ce cadre-là. Pas toute l'année. Pendant les vacances d'été, à l'époque, ça durait 3 mois. On passait 3 mois là-bas. Bon, depuis la mort de mes parents, cette maison m'appartient. Donc, j'ai changé de maison. Maintenant, je suis sur la mer même. Et c'est extraordinaire de pouvoir retraduire quelque chose qu'on vit avec une intensité profonde tous les jours. Parce que c'est des changements de lumière, des changements de perspective. C'est un lieu absolument magique. Et donc, j'ai voulu retranscrire toute la magie du lieu à travers une histoire extrêmement complexe dans laquelle il y a à la fois du polar, il y a du roman fantastique, il y a de la science-fiction, il y a du roman réaliste. C'est un espèce de broyage de toutes les écoles possibles de façon à pouvoir montrer qu'il ne faut pas rester dans une seule direction quand on écrit. Il faut pouvoir se multiplier soi-même, voilà. C'est une belle conclusion. Moi, ça me va. Est-ce que vous avez des questions? Après ça, c'est difficile de poser des questions, mais c'est comme vous voulez. J'ai vu quelqu'un qui animait, j'anime rarement en fait, qui animait, qui a dit « Bon, la première question est souvent la plus difficile, donc passons directement à la deuxième. » Vous êtes bien embêtés. Hein. Voilà, j'ai choisi, là je parle à haute voix, ce format-là parce que justement, comme mes photos sont la plupart du temps en rectangle, si on prend un livre normal, le personnage en général c'est au centre que se situe l'action, donc on ne le voit pas. Donc là, ça permet de jouer, vous voyez, sur la rainure, quoi. De déplacer la rainure de façon à pouvoir... Donc ça aussi, c'est un tableau que j'ai vendu aux États-Unis. 17 milliards. Donc vous voyez... Alors, ça me permet, vous voyez, donc à partir de choses qui sont là, je les retravaille profondément, pixel par pixel, pour pouvoir les agrandir énormément comme ça. Bon, moi je vous propose de clôturer la séance, mais vous regarderez le livre. Ça, ce sont les livres pour... Donc, sauf celui-là, qui est une couverture d'un roman qui est paru dans la collection Ailleurs et Demain chez Lafon. C'était la couverture que je voulais mettre, mais malheureusement, mon éditeur ne l'a pas voulu. Et puis, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, alors là aussi, ce qui est très intéressant, vous voyez, pour moi, c'est que chaque fois que j'écris une nouvelle, je fais un livre. Et donc, vous voyez, j'ai 90 livres que j'ai fait comme ça, de toutes mes nouvelles. Une fois que je l'ai terminée, je
Mon grand-père était relieur, enfin il était tout, il était relieur, il était bricoleur, il était coutelier, il était maroquinier, donc il m'a tout appris. Donc ça me permet de pouvoir faire des livres. Et ça, c'est un plaisir infini, parce qu'à partir du moment où j'ai terminé cette nouvelle, ça me permet à la fois de l'illustrer et ça me permet d'avoir un petit livre que je distribue à des amis et qui permet d'avoir un retour immédiat par rapport. Alors, quelquefois, d'ailleurs, très souvent, il y a 3-4 éditions parce que si quelqu'un me dit, écoute, franchement, là, ça va pas très bien, donc à ce moment-là, je refais un nouveau livre. Donc, après toutes les nouvelles, pratiquement, on peut dire que sur les 145 nouvelles que j'ai écrites, il m'en reste peut-être 3 qui ne sont pas publiées. Bon, merci Philippe. Merci à vous. Merci à ceux qui ont bravé la pluie aussi pour venir nous écouter. Et donc, à un autre rendez-vous. En tout cas, nous terminons là. Merci. Vous venez d'écouter Philippe Curval à la librairie Ombre Blanche, vendredi 15 novembre 2019, pour la parution aux éditions La Volte de son ouvrage « Les nouveaux mystères de la chambre noire décollage ». Depuis 1956 et surtout depuis Le Ressac de l'espace, prix Jules Verne en 1962, et L'Homme à rebours, grand prix de la science-fiction française en 1974, Philippe Curval a fait paraître de nombreux romans de science-fiction et de littérature générale. Il est aussi critique littéraire spécialisé SF, notamment au Monde et au magazine littéraire.